On va passer à la présentation suivante. Donc, c'est le professeur Ville. Je ne sais pas s'il est là. Donc, le professeur Ville de Necker, que je ne présente pas, je pense que tout le monde le connaît. Yves, est-ce que vous êtes là? Attends, mais... Ah, parce que... Ouais. Est-ce que vous voyez le diaporama? Non, je ne vois... Attends. Je ne vois pas. Et là, vous voyez? Voilà. C'est bon? Oui, super. Donc, allez-y. Donc, je vous laisse présenter les marqueurs pronostics de l'infection congénitale ACMV après primo-infection maternelle. C'est sûr. Handicap neurologique de l'enfant et sa prévalence. On ne vous entend pas. Je ne sais pas si Yves est en train de parler. En fait, on n'entend pas. D'alentour de 4 pour 1000 en France en tout cas. La particularité de cette infection ACMV, c'est que seule la moitié d'entre elles sont accessibles à un diagnostic avant la naissance, et celles-ci sont celles qui dérivent d'une primo-infection. Vous entendez là? Oui, on entendait une voix un peu sourde. Il faut peut-être monter le son. Je pense que Yves a enregistré son topo, donc il faut juste monter un peu le son, s'il vous plaît. Je vais vous demander d'arrêter le partage de contenu et le relancer, et il y aura une petite case à cocher qui sera indiquée inclure le son de l'ordinateur. Je sais pas. Virus. D'actualité d'une part parce que c'est la plus fréquente des infections congénitales, que c'est également la première cause de surdité non génétique et une cause tout à fait majeure de handicap neurologique de l'enfant. Et sa prévalence est de 4 à 7 pour 1000 naissances, d'alentour de 4 pour 1000 en France en tout cas. La particularité de cette infection ACMV, c'est que seule la moitié d'entre elles sont accessibles à un diagnostic avant la naissance, et celles-ci sont celles qui dérivent d'une primo-infection maternelle, puisque l'immunité au CMV n'est pas totalement protectrice et qu'une femme enceinte déjà immunisée peut se réinfecter ou réactiver son infection. L'infection fœtale passe par une phase de virémie maternelle qui envahit et traverse le placenta, ou trophoplasme exactement, et est transmise à l'enfant dans 30 à 40%, au fœtus, pardon, dans 30 à 40% des cas au premier trimestre de la grossesse. Et on va voir que celui-là est important. La situation mondiale est beaucoup plus contrastée puisque, dépendant des continents et de la séroprévalence, c'est-à-dire du taux de femmes immunisées en début de grossesse, la part de la primo-infection et des infections non primaires dans la genèse d'infections congénitales est différente. À titre d'exemple, en Europe du Nord, avec 50% de séroprévalence, eh bien, la moitié des infections congénitales sont dues à une primo-infection et l'autre moitié à une infection non primaire. Les progrès récents ont montré dans la connaissance de la maladie que seules les infections maternelle du premier trimestre pouvait avoir comme conséquence une anomalie de développement du fœtus et de l'enfant et une anomalie de l'audition.
à partir du deuxième trimestre, il n'existe plus de risques tels que cela. Et donc, ceci permet de focaliser son attention sur l'identification et la prévention au premier trimestre. L'histoire naturelle de ces infections du premier trimestre sont assez claires dans les pays qui ne proposent aucun diagnostic prénatal de cette condition, et c'est en particulier l'étude américaine qui montre que après une infection du premier trimestre, lorsque le fœtus est infecté, un enfant sur 2 va développer des séquelles, à peu près pour moitié l'hypoacousie, et pour moitié ou en combinaison des séquelles neurologiques plus graves. Alors bien entendu, on aimerait tous que la prévention primaire soit efficace. Ce sont des règles d'hygiène puisque la source de contamination, en particulier dans les infections primaires, on ne sait pas si cette épidémiologie est compatible avec les réinfections, infections secondaires. En tout cas, pour une infection primaire, les femmes se contaminent à partir de leur propre enfant, et l'évitement de ces contacts contaminants avec la salive, les urines, les sécrétions nasales de l'enfant ou les larmes permettent d'éviter une contamination de la femme enceinte et, au bout de chaîne, une infection congénitale. Cependant, lorsque ces conseils sont donnés et suivis à partir du premier trimestre, eh bien, on voit que c'est trop tard, puisque dans ces deux populations, une de femmes informées, l'autre de femmes non informées, chez qui on avait identifié le risque en faisant une sérologie en début de grossesse, eh bien, la 1% d'entre elles, dans les deux groupes, avaient déjà des stigmates sérologiques d'infection primaire de début de grossesse. Et donc, étant donné que ce sont celles-là qui entraîneront des conséquences graves, eh bien, la prévention ensuite n'a plus aucun sens, aucune utilité. Ensuite, on parle de prévention secondaire lorsque, à la suite d'une infection maternelle prouvée, ici primo-infection bien entendu, on va essayer de prévenir le passage transplacentaire. Et pour cela, eh bien, ça veut dire qu'il faut connaître le statut de cette femme et identifier sa primo-infection et donc faire une sérologie en début de grossesse. Pour rappel, aujourd'hui, aucun pays ne recommande le dépistage prénatal du CMV par sérologie maternelle pendant la grossesse. Et alors qu'on sait parfaitement qu'une population est particulièrement à risque de cela, et son portrait robot, dans tous les pays européens du Nord au moins, c'est une femme de moins de 35 ans, bénéficiant d'un bon niveau socio-économique et avec un travail. Elle était séronégative lors de sa grossesse précédente et son premier enfant est gardé en crèche. Et elle conçoit cette deuxième grossesse, comme la plupart de ces jeunes femmes, dans un délai de 1 an et demi à 3 ans. Eh bien, chez ces femmes, pour lesquelles on voit sur ce graphe, parmi les multipares ayant accouché à Necker, la progression d'année en année et au cours des grossesses de leur séropositivité, on voit que pour ces femmes concevant entre 1 an et demi et 3 ans, donc à 2 ans en moyenne, et qui étaient négatives à leur grossesse précédente, le risque qu'elles s'infectent pendant la grossesse actuelle par leur précédent enfant est de 8%, et que par conséquent, le risque qu'elles aient un enfant infecté à partir de cette primo-infection, eh bien, va être de près de 3%, ce qui est le risque le plus considérable en obstétrique et en périnatalité que l'on puisse attendre d'une jeune femme en bonne santé ayant déjà eu une grossesse normale. Alors, les drogues utilisées pour cette prévention secondaire, eh bien, c'est essentiellement, on va parler des immunoglobulines hyperimmunes qui visent à empêcher l'entrée du virus dans la cellule en étant en compétition avec le virus pour son récepteur, qui agit aussi comme récepteur des immunoglobulines. Ce sont les inhibiteurs de la DNA polymérase, et là-dedans on retrouve le valacyclovir, l'aciclovir, le valganciclovir, foscarnet et cidofovir. Le valganciclovir est le traitement de choix des pédiatres pour des enfants infectés symptomatiques, et le valacyclovir, on le verra, est celui qui est le mieux toléré et qui peut être utilisé pendant la grossesse de façon la plus naturelle. 2 nouveaux antiviraux, l'éthermovir et maribavir, sont très spécifiques de l'inhibition d'enzymes virus lui-même et non pas des cellules de l'individu infecté, et ont donc un grand avenir probablement aussi dans l'infection congénitale, même si pour l'instant elles ne sont utilisées que chez les transplantés. Cette infection du cytotrophoblaste est l'étape essentielle
de l'infection au premier trimestre et de l'embryopathie, qui est l'infection ACMV. Ces différentes drogues ont été testées sur des cellules trophoblastiques infectées et elles ont toutes, sauf l'aciclovir, des EC50, c'est-à-dire une concentration de médicaments permettant l'inhibition de la moitié des virus, une moitié plus exactement la réplication virale. Elles sont basses pour toutes ces drogues, sauf malheureusement pour l'aciclovir et le valacyclovir, où elles sont hautes, ce qui veut dire que l'aciclovir n'est pas le meilleur anti-CMV, loin de là, mais que son profil de tolérance et d'absence de tératogénicité en fait malgré tout la première drogue à utiliser uniquement. Les choses ont également énormément changé il y a moins d'un an par la publication de cette étude randomisée qui a identifié des femmes faisant une primo-infection au premier trimestre et dès ce diagnostic, il les a placées sous valacyclovir, 8 grammes par jour, jusqu'au moment de la myosynthèse, 8 à 10 semaines plus tard, et a constaté, contre placebo, que le groupe traité avait un taux d'infection fétale 3 fois moins important que celui du groupe placebo. Le TC randomisé et donc impose maintenant un changement d'attitude et une réflexion approfondie sur un dépistage en début de grossesse. Donc, l'étude publiée le mois-ci dans la revue Renaissance est une étude répétée, une étude randomisée sur une étude à Paris, score de propension, et qui montre exactement la même amplitude de diminution du risque chez les femmes traitées dans les mêmes circonstances les trimestres que l'essai randomisé. Nous attirons l'attention cependant sur les protocoles d'administration de ces hautes doses de valacyclovir. Nous l'utilisons depuis une vingtaine d'années à 8 grammes par jour dans le cas de grossesse où le fœtus est infecté par le CMV. Et nous recommandons, à l'instar des recommandations pour les sujets immunodéprimés mis sous valacyclovir, nous recommandons 4 prises de 2 grammes. Or, l'étude randomisée dont j'ai parlé a été réalisée en donnant ce traitement sous la forme de 2 prises de 4 grammes. Et donc, à la lumière de ces résultats, nous avions changé de protocole et sur 50 femmes traitées, nous avons relevé 2 cas d'insuffisance rénale aiguë que nous n'avions jamais vus sur les 173 cas traités précédemment par 4 prises de 2 grammes. Et ceci est bien connu des néphrologues et des infectiologues utilisant le valacyclovir, à savoir que ce médicament peut, à haute dose, arrivant dans les tubules rénaux, précipiter et causer une insuffisance rénale aiguë qui certes est réversible à l'arrêt du traitement, mais qui est un effet secondaire qui doit être évité absolument. Et pour cela, nous recommandons certes d'utiliser 8 grammes par jour de valacyclovir, mais en 4 prises de 2 grammes et non pas en 2 prises de 4 grammes. L'autre candidat à la prévention secondaire, ce sont les immunoglobulines hyperimmunes, dont je vous l'ai dit, elles viennent bloquer le récepteur du virus de façon compétitive sur la cellule humaine. Sur l'expérimentation in vitro ainsi que chez l'animal étaient convaincantes avec ce rationnel tout à fait acceptable. Il y a eu 2 études randomisées chez l'homme, chez la femme enceinte, qui ont toutes 2 échoué à montrer un impact de cette prévention. Mais elles étaient tout à fait critiquables, ces études, par le fait que, bien qu'étant avec des populations élevées, plus de 400 cas sur la 2e étude américaine, on a inclus dans ces études des femmes jusque dans le 3e trimestre de la grossesse, avec des intervalles entre la primo-infection maternelle et le traitement, quelquefois de plusieurs semaines ou de plusieurs mois. Et donc, il faut quand même considérer des études non randomisées, mais beaucoup mieux faites, comme une étude de cohorte allemande qui a, en donnant uniquement à des femmes ayant une séroconversion du premier trimestre et très rapidement après ce diagnostic de séroconversion, donc dans une politique de dépistage, on donnait ces immunoglobulines à des doses plus importantes que dans les 2 études randomisées et des intervalles de réadministration beaucoup plus courts, 1 fois par semaine plutôt qu'1 fois par mois, jusqu'au moment de la myosynthèse.
Et elle a, cette série, montré un taux de transmission fétale de moins de 10% contre 35%, comme attendu d'ailleurs, dans une population non traitée. Voilà. Il est regrettable que 2 études randomisées aussi importantes aient été mises en place et réalisées sans prendre en compte ce qui se savait depuis le temps des expérimentations animales et in vitro sur l'importance pour les immunoglobulines d'être administrées extrêmement tôt après la primo-infection. Et donc, si on récapitule le cheminement de l'infection fétale au premier trimestre, il faut, après le comptage, 3 à 4 semaines d'incubation, et ensuite une semaine de virémie maternelle pendant laquelle le virus peut passer à travers le placenta sans avoir encore de réaction immunitaire ni sur les IgM ni sur les IgG, qui apparaissent donc à partir de 4 semaines après le comptage. Donc, en dehors de cette semaine d'angle mort, on peut raisonnablement penser qu'un dépistage du premier trimestre, le plus tôt possible dans le premier trimestre, en utilisant IgM, IgG et avidité si les IgM sont présentes avec les IgG, on va pouvoir identifier les femmes qui vont pouvoir bénéficier d'une prévention secondaire par le valacyclovir jusqu'au moment soit de la myosynthèse à 17 semaines, soit comme cela est maintenant réalisable par une biopsie de trophoblaste à la fin du premier trimestre. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vois bien que l'hygiène, la prévention prime, même s'il y a un traitement prometteur. Je vois qu'il y a une étude israélite en cours. Ça sera donc affaire à suivre.